Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici les titres. 8 septembre, une date consacrée à l'alphabétisation, une journée internationale célébrée pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité, de droits humains et pour une société plus instruite et durable. La drépanocytose, une maladie génétique qui sévit pour la plupart du temps en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. Les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge. La leucémie est un cancer qui touche les cellules sanguines. La forme la plus dangereuse est la leucémie aiguë. Elle tue plus les enfants au Bénin. Comment se font le diagnostic et le traitement? Un hématologue en parle dans un instant. Chaque année, le 8 septembre est une journée spéciale pour tous les kinésithérapeutes et les physiothérapeutes du monde entier. C'est la journée mondiale de la physiothérapie, l'occasion de faire découvrir la profession et de la promouvoir auprès du grand nombre. Cette année, les attentions sont focalisées sur la rééducation après le Covid-19 et le rôle des physiothérapeutes dans le traitement et la gestion des personnes touchées par le Covid-19. En tant qu'experts du mouvement, les physiothérapeutes peuvent guider les gens sur le type d'exercice qui peut aider à leur rétablissement. On reste dans le domaine de la santé pour parler à présent de la drépanocytose, une maladie génétique mais qui reste méconnue du grand public. Cette maladie touche plus de 50 millions de personnes, dont 300 000 enfants dans le monde entier. La drépanocytose touche beaucoup de personnes en Afrique subsaharienne. Le dépistage permet de mettre en place un suivi médical pour diminuer la gravité ou la fréquence des complications. Rodrigue Bababeto. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes.
Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. Venons-en maintenant à la leucémie. Elle est un cancer des tissus responsable de la formation du sang dans l'organisme humain. Cette maladie débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus les enfants que les adultes. Là, c'est un bon diagnostic, existe-t-il? De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui? Romaric Massy, hématologue, nous édifie. La leucémie, sous-entendu la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë des leucémies, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40% des cancers pédiatriques. Et donc cette pathologie tue aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons la leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher, qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care. Parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement. Donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers. Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement. Il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes. Ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. Parlons à présent de l'alphabétisation, cette acquisition des connaissances et des compétences dont chacun a besoin dans un monde en évolution. Bien que ce soit un droit fondamental de la personne humaine, son applicabilité, même au Bénin, pose problème. Puis, la crise engendrée par le Covid-19 a provoqué une perturbation sans précédent de l'apprentissage des enfants, des jeunes et des adultes. En ce 8 septembre 2021, on met l'accent sur l'alphabétisation, aujourd'hui indispensable pour une reprise axée sur l'humain. Ulvaeus Balogun. Plus de 800 millions d'adultes et de jeunes, dont 2 tiers de femmes à travers le monde, ne possèdent pas les savoirs de base en lecture et écriture. Ces statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO montrent combien l'alphabétisation a été longtemps absente des politiques éducatives et des programmes d'apprentissage. L'alphabétisation est toujours inscrite, c'est les moyens qui ne suivent pas. Il faut mettre à la disposition des acteurs les moyens qu'il faut pour pouvoir faire le travail convenable. Avec la survenue du Covid-19, la situation s'est aggravée. On estime que durant la période de confinement, l'éducation de 91% de la population scolaire mondiale a connu un coup d'arrêt. Au Bénin, malgré le faible taux d'alphabétisation, des efforts ont été entrepris pour assurer la continuité pédagogique. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans les classes avant de donner le cours. On peut rester à distance et envoyer ce qu'on doit envoyer. Et les apprenants aussi reçoivent ces informations comme cela se doit. Donc, c'est les moyens technologiques comme l'Internet, et les vidéoconférences, ce sont ces moyens-là. Des moyens efficaces certes, mais des défis persistent. Il se trouve que les acteurs ou les apprenants dans les classes d'alphabétisation ne savent pas lire ni écrire. Donc ils ont de la peine à utiliser ces moyens qui sont nés de la Covid.
En plus de cela, le financement du secteur de l'alphabétisation. L'UNESCO a recommandé que 3% des ressources allouées à l'éducation soient consacrées à l'alphabétisation. Mais on ne remarque pas ça. Aujourd'hui, la couverture géographique pose problème. Donc c'est un grand défi aussi à relever. En plus de cela, il faut travailler pour que la connectivité soit. Si les moyens existent et qu'il n'y a pas de connexion, vous savez, l'information ne peut pas passer. Au-delà de son importance en tant qu'élément du droit à l'éducation, l'alphabétisation est un facteur du développement durable. Ce faisant, il est aujourd'hui indispensable de mettre en avant les interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les enfants, les jeunes et les adultes non alphabétisés. Dans la suite de cette édition, d'autres sujets ont marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre Écho Inter de ce mercredi. C'est une signature de Rodrigue Babaguito. D'énormes pertes d'oignons sont encore enregistrées cette année au Sénégal et cette fois-ci bien plus que lors des années précédentes. Des tonnes d'oignons ont pourri faute de pouvoir être écoulées. La quantité de produits perdus atteint des records, plus d'un tiers de la production cette année, du jamais vu en 50 ans. En cause, les fortes pluies qui s'ajoutent au manque d'infrastructures de séchage et de stockage. Le Sénégal s'apprête donc une fois de plus à autoriser l'importation d'oignons européens dans les prochains jours. Plus que jamais, l'Inde donne le ton du marché du riz. Le géant pourrait exporter cette année 16 millions de tonnes, un exploit jamais enregistré auparavant, alors que la Thaïlande et le Vietnam, gros exportateurs, vont exporter avec difficulté 6 millions de tonnes. L'Inde a aujourd'hui la surface rizicole la plus élevée au monde, avec 45 millions d'hectares. Le secret de cette forte exportation du riz de l'Inde reste son prix le moins cher du marché. Le grain indien fait désormais référence en Afrique subsaharienne. Résultat, pour ne pas sombrer, ses voisins asiatiques sont contraints de s'aligner. L'écart de prix entre le riz indien et ses cousins thaïs et vietnamiens n'est plus que de 5 à 10 $ la tonne, alors qu'il était il y a un an plus tôt de 100 $. Cuba prévoit une réouverture aux touristes le 15 novembre prochain. Alors que le pays a connu une forte recrudescence des cas de Covid-19 ces derniers mois et une crise économique toujours plus profonde, l'île parie sur le tourisme et surtout sur une amélioration très prochaine de la situation sanitaire pour se relancer. L'économie dépend essentiellement du tourisme et les autorités du pays n'exigeront plus de tests PCR ni de semaines de quarantaine à l'arrivée des voyageurs d'ici à 2 mois. La surveillance des touristes pour la Covid-19 sera aléatoire. Cette date de réouverture a été annoncée avec l'assurance d'avoir vacciné d'ici là 90% de la population cubaine. Pour l'heure, seuls 35% des Cubains ont les 3 doses d'Abdala ou Soberana, les 2 vaccins développés sur l'île et approuvés seulement par les autorités de santé cubaines. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.